La saison du Real Madrid vue par Pablo du journal du Real. Comment ça, Pablo? Bah écoute, ça va très bien et toi Thomas? Bah écoute, ça va, grand plaisir de te recevoir sur Real France. Et j'annonce de suite, voilà, collaboration en deux parties. Si vous êtes ici, Exactement. c'est la bonne idée, puisque c'est la première partie de cette collaboration durant laquelle on va faire un peu le bilan, voilà, de la saison sur les derniers mois, etc. On amorcera vite fait le mercato, mais la suite, ce sera surtout sur la chaîne du Journal du Real, où on évoquera notre mercato idéal, le 11, qu'on projette aussi sur la saison prochaine. Je pense qu'il va y avoir des discussions sympas, Pablo. Ouais, ouais. En espérant que ça plaise aux followers. Bah En tout écoutez, cas, en tout cas, plaisir partagé d'être avec toi Thomas, ça fait plaisir. Première collab ouais. pour nos deux médias, donc c'est plutôt cool. En espérant qu'on puisse ensuite répéter ça. Bah écoute, avec grand plaisir. Puis bah, dites-nous hein, dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, ou si, s'il faut arrêter parce que c'est catastrophique. Bon, Pablo, deux titres mineurs cette saison. Éliminé dès les quarts de finale de Ligue des Champions, 4 défaites contre le Barça en 4 matchs, avec quelques scores quand même assez moches. T'imaginais un tel échec en début de saison? Non, sincèrement, non. Du tout. Du tout. Moi, j'imaginais, à partir du moment où tu recrutes Kylian Mbappé, théoriquement, c'est pour que tu sois meilleur. Et je pense qu'on n'a pas aussi mesuré au départ euh, le départ d'un mec comme Tony Kroos de l'effectif. Parce que moi, personnellement, je me disais, bah écoute, avec Valverde, Tchouaméni, Camavinga, ils vont prendre le lead, ils vont savoir s'affirmer. Bellingham, tu le redescends un petit peu d'un cran. Il a le potentiel et les qualités pour être aussi meneur de jeu, pas que faux neuf comme il l'a été l'année d'avant. Euh, Maintenant, c'est vrai que tactiquement, il faut aller tout retravailler. Mais je pense que, alors effectivement, il fallait intégrer Mbappé dans les meilleures conditions, mais je pense que vraiment le départ de Kroos, c'est quand même le facteur majeur. En tout cas, qui te fait mal démarrer, notamment, et d'enchaîner une série de, je crois, que c'était deux trois matchs d'affilée à l'extérieur où on a fait des matchs nuls. Donc, Las Palmas, Majorque. Ouais, Je me souviens, Las sur Palmas les îles. 0-0, Majorque un partout, exactement, sur les deux matchs extérieurs sur les îles. Et puis derrière, la malchance. Hein. En vrai, la malchance, la blessure de Dani Carvajal, la blessure de Militao. Je pense qu'au départ, quand tu prépares ta saison, tu es dirigeant du Real Madrid, tu te dis pas que Eder Militao va se répéter comme la saison d'avant et tu te dis pas que Dani Carvajal va se faire une blessure aussi hardcore que ça. Parce que la blessure, elle est vraiment pas belle pour le coup. Mm. Non, je m'y attendais pas. Moi, je pensais au moins une Liga, au moins la Liga. Je voyais le Real gagner la Liga. La Ligue des Champions, c'est encore une autre histoire. Mais la Liga, ouais. Ouais. À qui tu mets la faute? Joueur, Carlo, la direction et la planification sportive. Bon, ils ont forcément tous une part de responsabilité hein, dans Ils ont le, tous une. dans le, mais tu tiendrais qui quand même en principal responsable, notamment, je pense que tu l'as vu sur les médias, Marca, AS et compagnie, côté madridistas. Ce qui ressort, c'est quand même plutôt la planification sportive qui a été ratée. C'est ça. C'est Et ça. moi, je me souviens, et je pense que tu avais fait le même constat à l'époque, mais dès le mois d'août, voilà, nous ici, on disait attention, en défense, c'est compliqué, on prend un risque. Exactement. Parce que tu avais finalement que Rudiger comme Exactement. valeur sûre, parce que à la base, tu savais qu'il reviendrait que pour le deuxième partie de saison, dans quel état tu savais pas. Militao, tu avais aussi des doutes par rapport à comment il allait revenir aussi, parce que bah, sur la fin de saison, il était revenu, mais c'était pas flamboyant, mais c'est normal aussi. Évidemment que tu pouvais pas anticiper après les pépins. Enfin, tu mets quand même la planification sportive comme principal Bien sûr. mot. Bah, je pense que c'est le problème principal au départ. Parce que si tu arrives, enfin, en fait, si tu anticipes, euh, notamment, tu le dis, l'aspect enfin, ce point de vue défensif, tu peux pas, pour moi, tu peux pas commencer une saison avec trois défenseurs centraux de haute catégorie, sachant que tu as perdu notamment Nacho, qui, ok, beaucoup le critiquent, etc. Moi, je pense que toi et moi, on est d'accord sur ça, mais Nacho, ça reste à la fois déjà un soldat, un vaillant sur le terrain, un homme de vestiaire, un mec qui connaît la maison. C'est quand même une grosse perte pour le Real. Tu le remplaces pas et tu prends effectivement un risque, notamment avec Militao qui revient des croisés. Tu sais pas comment il va revenir. En plus, je crois qu'il était parti avec le Brésil pour faire la Copa América. Donc, est-ce qu'il est revenu au meilleur niveau? Il n'avait pas joué avec le Brésil. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations et tu repars avec ça. Pour moi, oui, le principal coupable, c'est la direction et la planification sportive, très clairement. Et quand je dis la direction, je vise le président, parce que c'est le président qui a le dernier mot, qui dit oui ou non. Parce que je pense que les gens autour de lui disaient, voilà, il faut aller recruter le dossier Lenny, ça s'est pas fait au dernier moment. Pourquoi? Parce que le Real Madrid n'a pas voulu suivre. N'a pas même pas augmenté un petit peu son offre, la faire passer de 40-45 à 55 à la rigueur, tu vois, ou 60 grand max.
Je crois qu'il est parti pour quoi, 70, 75 à Ouais, ouais. Manchester United. Beaucoup, ouais. Mais je me dis que bon, vas-y, le Real augmente à 55, 60. Peut-être que la Lille peut rediscuter, même si c'est pas autant que Manchester. Mais bon, parce que il y a une différence entre un écart de 30 millions et un écart de 10-15. Donc oui, bien sûr. Et après, c'est un effet boule de neige, tout simplement. C'est un effet boule de neige. C'est des blessures qui tombent au pire des moments. Je pense que c'est un staff qui progressivement s'agace, devient irritable et irrité, parce qu'ils voient que ils n'ont pas les ingrédients pour mener à bien cette saison. Et derrière, tu as l'effet boule de neige côté joueurs, parce que les joueurs voient que c'est la merde. Les résultats ne suivent pas. Compliqué de s'adapter aussi à cette nouveau système avec 4 attaquants, Mbappé, etc. Enfin, voilà, donc c'est un effet boule de neige. Donc, mais le principal responsable au départ, pour moi, oui, effectivement, c'est la direction. Je suis d'accord. Même si je garde la conviction, moi, personnellement, que Carlo aurait pu faire quand même bien mieux avec cet effectif-là, malgré tout. Je pense à la Liga, hein, comme tu le disais. La Ligue des Champions, je pense que le gap était trop élevé. Il y avait des équipes beaucoup plus fortes. Il y avait plusieurs équipes qui sont vraiment au-dessus du Real Madrid cette saison. Il n'y a pas photo. Mais la Liga, de toute façon, parce que le Barça n'a pas fait non plus une saison hors norme. Hein. Non. Mais écoute, Thomas, tu as 2 matchs au départ, on le dit, les 2 matchs nuls contre Las Palmas et Marx, c'est victoire. Ça te fait 6 points. Et tu démarres la saison avec juste 2 points pris. Donc, en fait, tu commences de la pire des manières. Donc, ces résultats-là, je suis désolé. Oui, le Real a eu des galères tout au long de la saison, mais en début de saison, tu as eu des résultats qui ne sont pas explicables et que ça aurait dû finir en victoire. Ouais, mais comme toi, je blâme en priorité en tout cas la direction qui a mal travaillé l'été dernier, mais aussi cet hiver, parce que même cet hiver, t'as pas cherché finalement tant que ça à chercher une solution de repli, parce que je pense qu'on faisait tous le même constat au mois de janvier. C'est pas avec Lucas Vazquez que tu vas aller chercher la Ligue des Champions, et même en Liga ce sera compliqué parce que c'est tout simplement trop faible. Donc voilà, je nuance aussi par rapport à Carlo, par rapport à ça. Je veux dire, à un moment donné, le mec il a dû composer avec une défense, avec des défenseurs qui individuellement n'ont simplement, mais alors pas le niveau, et pour certains ils sont même très loin simplement du niveau du Real Madrid. Totalement. Après, non, mais Lucas Vazquez. Fran Garcia, c'est pareil, c'est faible. Fran Garcia, je pense que c'est très faible, mais je pense que c'est une question de mental. De mental et de confiance en soi. Odriozola bis. Un peu, complètement. Complètement. Beaucoup plus physique, beaucoup plus costaud, mais c'est exactement ça. J'accélère, je vais tout droit, et dès que j'arrive dans la surface adverse, je sais pas quoi faire. J'envoie un ballon dans la surface de réparation et je vois ce qui se passe, mais il se passe jamais rien. Du coup, il se passe jamais rien. Mais c'est ça. Mais bon, cela dit, Carlo quand même, je trouve qu'il a quand même été très mauvais cette saison, parce que par exemple, regarde, Carlo, par exemple, il a usé Fede Valverde jusqu'à ce qu'à un moment donné le mec puisse plus. Il utilise Arda Güler par exemple, je trouve ça lunaire, toute la saison à droite. Là, au bout de 3 semaines, il y a 3 semaines, il nous explique que Arda Güler, son futur, ce milieu de terrain, il fait même un comparatif avec Pirlo quand même. À un moment donné, il fait un comparatif avec Pirlo. 2 semaines après, Classico, il le remet à droite. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même. Merci de me confirmer ça, parce qu'avec Victor, c'était un long débat là. Il me disait non, il a joué les droits, non, il n'a pas joué les droits, il a joué dans l'axe. Enfin, il a joué à droite, pardon. Il a pas joué dans l'axe. Ouais, au Classico. Mais après, c'est compliqué parce que Carlo, le problème, c'est que depuis qu'il est revenu, on lui a dit de bricoler constamment. Bricoler. Et là, tu as des blessés. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a des choix assez lunaires, notamment la gestion des jeunes. Même Hendrick, je trouve qu'il ne l'a pas assez fait jouer. Non. Hendrick, en plus, il a quand même cette phase en début de saison où il nous impressionne tous. Le mec, il rentre, il est décisif à chaque fois. Puis du jour au lendemain, il coupe le robinet. Le mec, tu le vois plus pendant un mois, alors qu'il était sur une dynamique qui était extraordinaire. Enfin, tous, je pense que personne n'attendait Hendrick avec un tel rendement sur ses débuts comme ça. Donc, ouais. Et puis, il y a simplement aussi le fait d'insister avec le 4-3-3 aussi sur toute la saison. Hein. Après, le 4-3-3, c'est. Ça vient d'en haut aussi. De ce que je sais, voilà. C'est même pas ça vient d'en haut, ça vient des joueurs, aussi des entourages des joueurs, et notamment d'un certain entourage de Rodrigo, qui a demandé en début de saison à ce que je dis le terme, du coup, son fils, parce que c'est le père qui a parlé. Son fils joue toute la saison, parce qu'effectivement, il y avait une offre l'année dernière de Manchester City, on le savait. Guardiola le veut, ça fait longtemps. Mais voilà. Pour qu'il reste, fallait qu'il joue. Et on savait que Mbappé arrivait. Donc forcément, au départ, ça met des doutes dans l'entourage de Rodrigo. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Il a demandé à ce qu'il joue. Donc
forcément la direction acquiesce pour le garder et envoie une directive en dessous au coach. Et le coach, il est obligé d'aligner le 4-2-3-1, 4-3-3 toute la saison. Lui-même a avoué d'ailleurs en fin d'année, assez lunaire, et c'est ce qui prouve que en fait, cette année, au niveau de la gestion, c'est un bordel pas possible, que lui préfère le 4-4-2 losange. Donc, personne n'est surpris. Hein. Personne n'est surpris parce que c'est comme ça qu'il gagne la Ligue des Champions et la Liga il y a un an. Mais ça prouve bien qu'il a été obligé d'aligner cette équipe, en tout cas ces 4 devant, obligatoirement, qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et en même temps, tu te dis, bon, t'as Rodrigo, Bellingham, Vini, Mbappé dans ton effectif, s'en met un sur le banc, problème, quoi. Problème, parce que tu auras la presse, les supporters, la direction, les entourages des joueurs. C'est compliqué à gérer. Est-ce que justement, finalement, la meilleure conclusion, enfin la conclusion la plus importante de cette saison, c'est que les 3 de devant plus Bellingham, ça fonctionne pas. Et que du coup, le statut de Rodrigo qu'il avait acquis, peu importe la manière, c'est fini. En fait, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que on n'a pas trouvé l'équilibre avec les 4 en même temps. Je pense que dans un club où tu as du temps et où tu as le temps de bosser, et même si tu perds 1 an, voire 1 an et demi, c'est pas très grave. Après, un peu comme le Paris Saint-Germain là, tu vois, ils ont eu une année de galère la saison passée, et là, cette année, ils ont eu 2 ans pour bosser. Si tu laisses du temps, peut-être que ça peut matcher à un moment donné. Maintenant, le fait est que dans la précipitation et entre les petits messages Instagram ou WhatsApp de certains, c'est que tu ne peux pas bosser sereinement et qu'il faut que le résultat, faut que ce soit tout vite maintenant, et c'est compliqué. Moi, je pense que c'est surtout on le sait, Carlo Ancelotti, c'est pas un fin tacticien, mais c'est aussi comment tu mets tes pieds sur le terrain et ce que tu demandes à Bellingham. Bellingham, moi, sur l'ensemble de la saison, je ne sais pas quel rôle il a joué. Tu vois, contrairement à la saison passée où on savait tous qu'il était faux neuf, qu'il pouvait redescendre pour faire le jeu de parfois, mais que c'était surtout cet attaquant de soutien qui était là pour, s'il fallait finir l'action, il était là. Cette année, un coup dans l'axe, un coup faux neuf, un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est censé être ta pièce principale à partir du moment où Kroos part. Donc, c'est que déjà, il y a un problème tactique dans la manière de construire ton équipe. Et c'est là où, effectivement, par contre, je blâme Carlo Ancelotti. Oui, de toute façon, tous ces joueurs offensifs à vocation offensive ont une liberté totale. Donc, à un moment donné, ça donne le brouillon que l'on a vu. Et en plus, là où je te rejoindrais peut-être, c'est que finalement, les 3 devant plus Bellingham, même là, le plein potentiel, finalement, on l'aura pas vu parce que défensivement, tu étais simplement trop fragile. Tu dis que peut-être si tu avais eu 4 défenseurs solides toute la saison, avec un Tchouaméni que tu mets devant ta défense qui fait la deuxième partie de saison comme il a fait, tu dis peut-être que les matchs, tu les gagnes. Tu prends des buts à chaque match, mais peut-être que les matchs, au lieu de les perdre 4-3, tu les gagnes 3-2, peut-être, tu vois. Bon. Et avec un connecteur pour remplacer le Toni Kroos. Parce que moi, malgré tout, je pense que dans cette construction tactique, tu as besoin d'un joueur comme ça. Et aujourd'hui, dans l'effectif actuel du Real Madrid, je vois personne qui peut remplacer Toni Kroos. Alors, même dans le football mondial, tu me diras, c'est hyper compliqué de remplacer Toni Kroos. C'est Ceballos, à un moment donné, il l'a mis et effectivement, il a vu que vas-y, il pouvait faire 60-65% de ce que faisait Toni Kroos. Et du coup, ça a permis au Real de trouver un second souffle en janvier-février jusqu'à sa blessure. Mais je suis désolé, quand tu perds Toni Kroos, t'es la direction, tu te dois de recruter un milieu de terrain pas du même calibre ou autre, parce que ça n'existe pas, mais qui tend vers. On n'avait pas ce connecteur. Effectivement, une défense solide, ça c'est la base. Et c'est comme ça que Carlo Ancelotti a gagné tous ses titres, d'ailleurs. 2022, c'est comme ça, avec un Ferland Mendy au niveau, avec une défense solide, un Carvajal solide, un milieu de terrain solide avec notamment ce connecteur-là, qui aurait pu être aussi Bellingham. Alors après, tout dépend de ta manière de voir le truc. Et après, tu mets dans les meilleures dispositions tes offensifs, en fait. Tout simplement. Ouais, on a peut-être, sans doute, en tout cas côté A, je pense qu'on a surestimé sans doute certains potentiels qu'on a au milieu de terrain et justement l'importance d'un Toni Kroos, effectivement, qui te faisait un peu jouer ton équipe en mode automatique. Plus besoin. C'est lui te cadrer tactiquement, il régulait le rythme, tout ça. Tout ce que finalement, normalement, soit l'entraîneur le fait parce que tous les schémas sont travaillés, chaque joueur sait ce qu'il doit faire dans chaque séquence face à chaque situation, soit t'as un mec comme Toni Kroos qui fait 80% du taf avec en plus Modric à l'époque que t'avais comme complément notamment
Bref. Si on passe un peu sur les joueurs, Ouais. c'est qui le joueur qui t'a le plus déçu cette saison? Vini. Ouais. Ah, Vini. Ouais, Vini, Vini. Parce que Vini, à partir du moment où il n'a pas eu le ballon d'or, il n'a pas su faire la part des choses dans sa tête, je pense. Ses émotions ont pris le dessus. Je pense qu'il est tombé dans un gros down. Les résultats sportifs, ça n'a pas suivi non plus. Alors, on est dur parce que tu as aussi, comment dire, un club qui te met dans les pattes Mbappé, donc qui est censé jouer dans la même position que toi. Mais je pense que Vini, avec une autre mentalité et une capacité à switcher direct, parce que le ballon d'or, pour moi, parce que juste avant le ballon d'or, il te claque quand même un triplé contre Dortmund et tu as l'impression de revoir le Vini de l'année d'avant. On pense même Tu que ça vois? va lancer le Real. Mais c'est ça, tu vois? Et arrive le ballon d'or et là, bam! Il repart dans ses travers, heu, comment dire? Des courses qui servent à rien, des dribbles qui servent à rien. Vas-y que je parle, vas-y que je subis des fautes, je m'énerve. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Je pense qu'il a pas été focus sur son boulot, sur lui-même. Ça l'a touché, OK, on respecte. Mais peut-être avec un autre Vini, le Real, la saison en tout cas en Liga, je parle, en Liga surtout. En Ligue des Champions, c'est un autre niveau encore. Mais je pense qu'en Liga, avec un autre Vini et un bon Mbappé, il y a la possibilité de faire quelque chose, Mm. je pense. Oui, oui, assurément. De toute façon, moi, Je pense. ce que je disais, moi, au moment où on attaquait le moment fort de la saison, tous les gros matchs, pour moi, le facteur X, c'était Vinicius, hein. Bien sûr. Parce que Mbappé, sur 2025, il est très bon, il est régulier, globalement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Tu disais le facteur X à côté, c'est Vinicius, parce que Vinicius, il a cette capacité à te faire gagner n'importe quel match, hein, à débloquer n'importe quel match. Mais c'est vrai qu'il n'a pas répondu présent. Moi, je ne mettrais pas en déception, même si effectivement qu'il n'a pas été bon. C'est pas une bonne saison pour moi, pour Vinicius. Après, voilà, je le mets simplement dans la catégorie mauvaise saison. Mmh. Rodrigo, par exemple, tu vois, je trouve que c'est un joueur qui m'a déçu au global. OK, Et finalement, pour OK. les raisons qu'on a un peu évoquées plus tôt, c'est-à-dire que bah, il s'est imposé presque de force dans le 11. Et C'est au ça. final, autant il a été assez régulier, on va dire jusque février, mais à partir de février, dès que les gros matchs ils sont arrivés notamment les grands rendez-vous, bah, il a complètement disparu. Et finalement, j'ai presque envie de dire, Carlo Ancelotti lui a donné une confiance énorme, un gros pouvoir parce que bah, presque le 4-3-3 c'était pour Rodrigo, parce qu'on ne pouvait pas enlever Rodrigo. Bien sûr. Et au final, j'ai l'impression qu'il lui a pas forcément rendu, tu vois. C'est vrai, non, non, complètement. Bien sûr qu'il l'a pas rendu. Il l'a pas rendu à Carlo Ancelotti, il l'a pas rendu à la direction, et il l'a pas rendu à son entourage, Non plus. qui avait demandé que le joueur joue. Donc oui, c'est une déception, mais après, je m'attendais pas non plus à, la saison de Rodrigo parce que réellement, ouais, Rodrigo, tu as des flashbacks, Chelsea, son but là sur la passe de Modric, son but de la tête contre City, des matchs par-ci par-là, notamment contre Manchester City l'année dernière aussi en quart de finale à l'aller. Hem, mais c'est pas le porteur. C'est pas le porteur et il nous a quand même pas mal déçus. Moi, l'année dernière, par exemple, souvent l'an passé, je disais: «Brahim doit jouer à la place de Rodrigo. Rodrigo, il est fantomatique». Limite, il ne sert à rien. Moi, l'année dernière, le seul match référence que j'ai de Rodrigo, saison où on fait le doublé, c'est cette double confrontation contre Manchester City. Mm. Après, pour moi, il est fantomatique. Mis à part sur l'aspect défensif où effectivement il fait l'effort, il fait le repli et là, il est important. Mais offensivement, c'est le néant total. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a réclamé, on aurait pu attendre un peu plus de lui, mais je ne m'attendais pas à cette saison. Alors que l'écart de niveau entre ce que nous a proposé Vinicius cette saison et ce que nous propose, enfin, ce qu'il nous a proposé l'année d'avant, c'est enfin, j'ai eu l'impression de revoir le joueur de 2018, 2019, 2020 quand il ratait enfin, Mm. voilà, et ça, c'est pas possible. Quand tu as atteint un niveau tel sur 6 mois et tu as porté le Real Madrid, on parle pas du, je sais pas, de Arsenal ou du Barça. On parle du Real. Tu as porté le Real en finale de Ligue des Champions et tu as remporté la Ligue des Champions. Enfin, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions grâce à toi. Mm. Et tu proposes ça l'année d'après parce que tu as pas eu le ballon d'or. Ça fait mal. Ouais, ouais, je partage ta sensation de la sensation qu'il a régressé C'est ça. dans le dernier geste, que ce soit la passe, dans la dernière Ouais. passe, ou même simplement devant le but. C'est vrai qu'il y a la sensation où il a Cette régressé. précipitation qu'il a toujours eue, tu sais, quand il était pas en confiance. En fait, quand il est pas en confiance, c'est un mec qui se précipite et qui fait le mauvais choix au mauvais moment et qui est pas dans le bon timing. Quand il est en confiance, il nous propose ce qu'il nous propose et c'est constamment bon. Je pense notamment à
Bon, l'action de référence pour moi, Vini, au top niveau, c'est l'appel contre appel face au Bayern. Kroos qui lui fait vas-y, pars, il lui fait tac, tac, il met le défenseur dans le vent, il part, il fixe Neuer, face à face, plat du pied, but. Ça, c'est Vini au meilleur niveau. Vini à un niveau, voilà, c'est ce qu'on a vu cette saison. Et il a jamais fait ce qu'il a fait l'année dernière. Non, cette année, il n'a jamais décollé. Plusieurs fois, on s'est dit, notamment Dortmund, comme tu l'évoquais, on se dit ça y est, Vinicius est parti, mais c'est vrai que ça n'a jamais décollé cette saison. Kamavinga, alors pour des raisons peut-être un peu différentes, parce que notamment il y a quand même les blessures, mais les blessures ça reste un facteur quand même inquiétant, notamment pour la suite. Tu te dis, est-ce que la saison prochaine le mec va faire toute la saison, ou est-ce que il va rentrer aussi dans une boucle négative à la Ferland Mendy, tu vois, ou est-ce que ça va devenir un joueur fragile qui se blesse régulièrement. Mais Kamavinga, tu vois, on parlait du départ de Toni Kroos, on disait Kamavinga c'est partie de ces joueurs qui doivent step up, qui doivent s'installer, parce que c'était sa 4e saison au Real Madrid. On l'attendait, malheureusement, déception forcément. Déception sur le terrain, très clairement. Je pense que lui-même n'est pas satisfait de ce qu'il a proposé cette année. Donc oui, et on a tapé sur lui, on tire sur lui, je suis d'accord. Il ne peut pas proposer ce qu'il a proposé, c'est la vérité. Maintenant, je me mets quand même à sa place. Et je pense que c'est pas facile de gérer je sais pas si je vais jouer, je sais pas si je vais être sur le banc. Est-ce que je vais être arrière gauche? Est-ce que je vais être arrière gauche? Vas-y, est-ce qu'il va me mettre milieu gauche? Est-ce qu'il va mettre à mon poste? Est-ce qu'il va pas me mettre à mon poste? De ce que je peux te dire et de ce que je sais, c'est que Dordo Camavinga, à un moment donné dans la saison, même là encore aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est réellement blessé, pour tout te dire. Il était sorti sur blessure, mais je pense qu'il est déjà revenu. Je crois qu'il n'a pas été convoqué d'ailleurs aujourd'hui en équipe de France. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il a fini la saison très agacé, fatigué des décisions du coach, de Carlo Ancelotti. Donc, et je peux le comprendre parce qu'encore une fois, tu sais jamais en fait. Tu sais jamais si le coach va t'utiliser ou pas, ou s'il va préférer quelqu'un d'autre. Vas-y, du coup, t'es mon bouche-trou pour aller à gauche parce que Ferland Mendy n'est pas au niveau. C'est compliqué à gérer. Alors, je peux comprendre. Après, officiellement, je crois qu'officiellement, on l'annonce même pas de retour avant la fin de la saison prochaine. Lui, sur le mondial des clubs out. Parce qu'on nous annonce. Après, peut-être que je dis des bêtises alors, dans ce cas-là. Parce que je suis mauvaise langue, du coup. et par rapport à ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect de où est-ce que je vais jouer, mais installe-toi, impose-toi comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Je veux dire, Toni Kroos, là, après, c'est un parallèle qui n'a pas tellement de sens parce que Toni Kroos, arrière gauche, tu vois, on l'imagine pas, il n'a pas les caractéristiques. Quand un Mendy un Camavinga peut avoir les caractéristiques, mais je veux dire, un Toni Kroos, un Luka Modric, ces joueurs-là, à aucun moment on se dit, ah bah tiens, je vais peut-être le mettre là. Bah non, parce que les mecs, quand ils étaient à leur meilleur, ils étaient juste indispensables. Ouais. Donc. Ouais, c'est sûr que dans Ancelotti, l'Italien n'a jamais considéré Camavinga comme la référence. Ni Deschamps au final, comme la référence à son poste. Pour Ancelotti, tu as toujours Valverde en numéro 1 et Tchouaméni. Et après vient Camavinga. Ouais, c'est vrai. Ni Deschamps, effectivement, ni Deschamps. Et d'ailleurs, c'est même Deschamps qui le lance latéral gauche. Oui. Pas pour rien. Donc, après, moi, Camavinga, ce que je lui d'un point de vue foot, ce que je critique principalement, c'est cette incapacité à se canaliser sur le terrain. J'ai l'impression de voir un gamin de 13, 14, 15 ans qui ne sait pas encore contrôler son corps, qui ne sait pas contrôler ses gestes, qui va peut-être faire un contrôle trop long, qui va laisser traîner le pied alors que tu as juste à laisser le corps et provoquer une faute, qui va faire des choses avec ses bras comme ça et du coup ça te fait une main et il y a penalty. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette incapacité à se canaliser, mais je pense que c'est parce que justement il n'arrive pas encore tout simplement à bien gérer ses émotions. C'est un garçon jeune. L'expérience, tu la prends pas, même si ça fait 4 ans que tu es au Real Madrid. Ça reste un gamin. Et 22 ans. Dans sa tête, bah oui, c'est un enfant. 22 ans, c'est un enfant. Donc, c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Maintenant, ce qui est sûr et ce qui est réel, c'est que ça sera jamais Toni Kroos. Par contre, il a le potentiel pour être un joueur tout autre et tout aussi intéressant dans son domaine. C'est-à-dire un joueur box-to-box, gros physique, très technique, capable de casser des lignes. Camavinga au top niveau quand il est en confiance sur le terrain en Ligue des Champions, on a vu des matchs, ça peut être du très haut niveau. Maintenant on veut ça sur de la longueur. Camavinga, moi je pense que le cap, notamment même dans son jeu sans ballon, je trouve qu'il est pas hyper bon. Moi je pense que le cap il le passera quand il rencontrera un entraîneur qui va mettre davantage de cadre dans le jeu de l'équipe, comme je disais tout à l'heure, voilà, des schémas. Le joueur doit savoir, dans cette situation, je dois me placer là, je dois faire ça.
Avec Carlo Ancelotti, on voit, c'est trop le bazar, c'est trop brouillon. Les joueurs sont trop livrés à eux-mêmes et on voit qu'un mec comme Kamavinga, bah non, il a pas la structure Bien sûr. actuellement parce que trop jeune, parce qu'un manque d'expérience, tout ça, tout ce qu'on veut, pour savoir faire ce qu'il doit faire. Voilà, comme un Tony Kroos par exemple, savait parfaitement faire. Donc moi, C'est vrai ce que tu dis. Xabi C'est vrai ce Alonso, que tu dis. c'est pour ça que Xabi Alonso, tu vois, j'espère que ça va être cet entraîneur et c'est pour ça que c'était déjà le cas cette saison, j'avoue. Mais la saison d'après, enfin celle qui arrive, Kamavinga, ça va faire partie de mes joueurs que je vais attendre le plus sur ce truc-là, parce que je me dis, Xabi, je pense qu'il peut apporter à Kamavinga et à d'autres joueurs, hein, en l'occurrence, ce dont ils ont besoin. Ouais, ouais, complètement. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est vrai que les joueurs sont livrés à eux-mêmes avec, Ancelotti. Je pense que c'est le terme exact. Et pourquoi le Real Madrid a quand même réussi à gagner ces dernières années? Parce qu'effectivement, bah, la personne qui organisait était Toni Kroos. Et quand tu perds cette pièce qui te permet d'organiser, bah, derrière, Mm. c'est le bordel. C'est le bordel et tu as des joueurs qui effectivement, quand tu as un joueur comme Eduardo Camavinga qui est jeune et qui a besoin de cadre, qui a besoin d'un cadre, d'être fixé, de savoir ce qu'il doit faire. Quand tu sais pas trop, il a pas la maturité en fait pour se dire: «Bon OK, vas-y, je prends le ballon, tac, je distribue» et cetera. Et effectivement, je pense que oui, ça va faire du bien à d'autres joueurs. Après, bon, là où j'ai un réel questionnement, c'est sur les offensifs. Parce que le système de Xabi Alonso est un système qui réclame, une pression constante sur l'adversaire, des joueurs qui font les efforts, qui travaillent en groupe, un peu ce qu'on voit avec le PSG de Luis Enrique. Alors est-ce que des joueurs comme Vini et Mbappé vont réussir à faire ça? Ça va être là où je vais observer, voir s'il va réussir à apporter à ces 2 joueurs, notamment à Mbappé, ce truc de savoir presser au bon moment et cetera et cetera. Et après autre marge de progression potentielle et que j'ai envie de voir, c'est pour Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, OK, il fait une bonne deuxième partie de saison, mais Tchouaméni, ça faisait quand même un an et demi qu'on soufflait. Mm. Alors, il n'a pas été épargné par les blessures, notamment après la coupe du monde, au Qatar. C'est là où ça a commencé un peu les galères. Son problème au pied, là, au métatarse et cetera. Même lui-même, je pense jouer avec une certaine peur, tu vois? Je sais pas s'il avait des douleurs, mais en tout cas une peur de se répéter. Heu, mais ça se ressentait. Maintenant, il a retrouvé une certaine confiance, une certaine assise et j'aimerais qu'avec Xabi Alonso, il passe encore un step suivant, qu'on se dise vraiment: «OK, ce mec-là, il vaut 80 millions, ce mec-là, il vaut pour le Real Madrid, ce mec-là, c'est je sais pas, c'est l'équivalent d'un Vieira, d'un Pogba ou autre», mais voilà, ce mec-là, c'est le vice-capitaine de l'équipe de France, on le reconnaît sur le terrain, tu vois? Pas qui se cache, pas un mec qui se cache ou qui après, Tchouaméni, le problème, c'est qu'encore une fois, hein, c'est une question de coach et on le sait parce qu'il l'a avoué aussi en conférence de presse. Lui, il fait ce qu'on lui demande. Donc, si Carlo Ancelotti lui demande d'être le pilier, de récupérer et de passer le ballon, il va le faire. Il va pas se projeter, il va pas. On réclame un peu plus et on espère que Xabi Alonso va le guider vers ça. Tout à fait. J'espère que 2000, parce que en l'occurrence, bah, c'est bien, c'est que tu fais la transition sur les points positifs. La deuxième partie de saison de Tchouaméni, c'est vrai qu'elle est très très solide. Moi, je pense qu'avec Mbappé, peut-être Courtois qu'on met dans la discussion, c'est le plus régulier, hein, sur Ouais, 2025, sur la deuxième partie de ouais, ouais, saison. ouais. Très clairement. D'ailleurs, ton MVP, c'est qui? C'est Mbappé? Ouais, c'est Mbappé. C'est Mbappé parce que finalement, pourquoi c'est Mbappé? Parce qu'on est sur une saison catastrophe, saison morose, tu peux dire tous les adjectifs que tu veux. Et qu'est-ce qui ressort de cette saison? Bah, c'est pour le moment les 41 buts de Kylian Mbappé et il va sûrement mettre plus. Il a pour objectif d'être sous leader, et cetera. On attend le mondial des clubs avec impatience. On espère qu'il va faire une grande compétition également. Il va peut-être atteindre les 50 buts. Bien sûr que c'est Mbappé. Ça ne peut que être Mbappé. Maintenant, est-ce que tu as mis Mbappé dans les meilleures conditions? Est-ce que tu as créé une bonne équipe autour de lui? Est-ce que. Non, non. Et Mbappé a porté l'équipe vers. En tout cas, si le Real est encore dans la course en mars, avril, si le Real est sur le point de gagner la Coupe du Roi, enfin, on l'oublie, mais c'est grâce à Mbappé. C'est grâce à Mbappé. Et alors, première partie de saison, très compliquée. On connaît tous le pourquoi du comment. Il s'est rattrapé à partir de la fin décembre, début janvier. Et après, voilà. Et je pense qu'il n'a même pas encore atteint son meilleur niveau. Non. Je pense qu'il a 75% de ses capacités. Non, non, bah de toute façon, tu l'as dit, 41 buts, de toute façon, c'est en rien anecdotique, innocent. Je veux dire, combien de joueurs au Real Madrid dans l'histoire ont fait des saisons à 40 buts, et là on parle d'un mec qui, sur la première partie de saison, c'était très compliqué, et je me souviens C'est bien ça. que il a fait des petites stats, hein, sur la première partie de saison, mais moi je me souviens le nombre de ratés, le nombre de matchs, je me dis, mais Ouais. ce Mbappé il doit finir à 2-3 buts Ouais. à la fin de ce match.
Donc Ouais. on se dit qu'effectivement, il y a une marge, il y a une marge, et je me souviens très bien, octobre, novembre, décembre, on commençait à avoir un peu de mieux, on se disait, ah, il y a des trucs intéressants, et sur 2025, il y a pas grand-chose à dire. En dehors de ce quart de finale face à Arsenal, où comme toute l'équipe, il est passé à côté, enfin, de toute façon, on était trop inférieur Ouais. collectivement à cette équipe. Ouais. Au-delà de ça, bah voilà, il a fait une très bonne deuxième partie de saison. En les gars, comme tu dis, si on a tenu aussi longtemps, c'est en grande partie grâce à Mbappé. Super Coupe, finale de Super Coupe d'Espagne. Exact. Oui. Il commence quand Il ouvre même. le score. Exactement. En plus, bon, après, il se fait mal à la cheville. Spets. Cheville ou ah ouais, cheville. Cheville, je Cheville ou crois. cuisse? Non, cuisse c'est Atalanta et cheville Barça, ouais, c'est C'est ça. ça, ouais, c'est la cheville. Le Coupe du Roi, je veux dire, son entrée en deuxième période, elle change quand même beaucoup de choses, même s'il n'y a pas que lui, il y a aussi Arda, Modric, mais ça fait quand même partie des facteurs qui changent la donne dans ce Classico et qui nous donnent de l'espoir, même sur la deuxième période. Sur le dernier Classico en Liga, le mec il met un triplé, je suis désolé, mais 9 fois sur 10, quand tu mets un triplé dans un match, tu fais gagner ton équipe, je crois quand même. C'est clair. Donc ouais, je te rejoins. 41 buts, oui, ça va être, de toute façon, c'est ce qu'on va retenir. La bonne Bien saison sûr. de Mbappé, la deuxième partie de saison de Tchouaméni, Courtois qui est quand même toujours aussi régulier globalement. T'en vois d'autres, des mecs qui ont été bons. Valverde qui reste régulier quand même d'une certaine manière. Régulier, mais je trouve qu'il s'est quand même caché à ce moment de. Le Real Madrid a manqué de leadership cette saison et il aurait dû dire voilà, c'est moi le capitaine et le montrer. Alors, est-ce que c'est lié à un physique qui ne suit plus? Pas, parce qu'il y a trop de matchs et que le mec il a pas eu de vacances et qu'il est mort? Peut-être, on verra l'année prochaine. Heu, Valverde, je le mettrais pas dans. Pour moi, il a fait une saison normale. On a été habitué à mieux, mais je mets ça sur le dos du coup Coach. du coup non, plus de l'aspect, calendrier. Ok. Calendrier. Un joueur qui m'a impressionné à part Mbappé, Ouais, Asensio évidemment, révélation. ouais, c'est ce que j'allais te dire, Asensio. Courtois, forcément, il te sort toujours des arrêts importants, ils te permettent de rester en vie, à des matchs clés. Mais en vrai, regarde, Pas beaucoup, moi, hein. Bellingham m'a déçu, Vini m'a déçu, Rodrigo m'a déçu. Tchouaméni, il est là, il est dans la discussion, je lui mets un 7, on va dire. Raúl Asensio. En vrai, Raúl Asensio. Hmm. Il n'y en a pas Raúl beaucoup, hein. Asensio. Il n'y en a pas Non, beaucoup il y en en a vrai, pas. hein, qui ont Mais c'est ça, été. Tu dis, ils sont mecs qui ont fait une saison bonne, correct. Il n'y en a pas beaucoup, hein. il y en a pas, il y en a pas, mais il y en a même pas, en vrai. Il y en a, enfin, à part les 2-3 là qu'on a dit. Et c'est ça le problème au Real cette année. C'est qu'il n'y en a pas un qui sort du lot ou plusieurs qui sortent du lot, comme l'année dernière. L'année dernière, ils étaient tous bons. Tous. Ouais, mais après, de toute façon, on le dit toujours, hein. Le collectif, c'est le collectif en général qui met en valeur les individualités et rarement l'inverse, hein. C'est rarement l'inverse. Je reviens un peu sur Mbappé et Vinicius là. Mmh. T'y crois en cette connexion là? Ouais. Ouais, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. L'élément déclencheur, ça va être le jour où Vini va switcher. Il va switcher, il va dire: «OK, c'est bon, saison à jeter à la poubelle. OK, c'est bon, ils m'ont pas donné ballon d'or. Maintenant, je pense à moi, à mon football». Hem Et bien entendu, surtout, il doit accepter ce futur nouveau rôle ou déjà même ce nouveau rôle de second. C'est plus le numéro un. Le numéro un, c'est Mbappé, c'est comme ça. Mais même en étant second, tu peux faire une saison de malade et qui sait, devenir numéro un. En fait, il y a que le terrain qui dicte, réellement qui est le numéro un ou pas. Tu beau dire en bureau ou le staff, bah, mon joueur phare, c'est Mbappé ou quoi. Si Vini fait des meilleurs matchs et a une meilleure continuité, ça sera Vini. Donc, Mm. moi, j'y crois, mais l'élément déclencheur, c'est la tête de Vini. C'est juste ça, en fait. Vraiment, c'est juste ça. Et après, une fois qu'on aura ça, bah, on verra si moi, en tout cas, ce que je peux te dire de ce que je sais, de ce on m'explique, c'est qu'il y a aucun problème entre les 2 joueurs. Heu, Vini apprécie énormément, Mbappé et il est très content de pouvoir jouer avec lui. Voilà. Et côté Mbappé, c'est pareil. De toute façon, Mbappé, il a aucun problème avec personne. Mm. Non, moi je suis pas inquiet non plus. Je te rejoins, je suis plutôt confiant. Dans une attaque à deux, je pense que ça peut Mmh. fonctionner. Surtout si Mbappé, tu le mets plutôt axe droit où il est aussi Ouais. intéressant. Comme ça, tu laisses un peu le côté gauche à Vinicius. Moi, je crois que ça peut matcher. Comme je te dis, et je te rejoins totalement pour le coup. Je pense que l'élément déclencheur, au-delà de qui est le second, qui est le premier, qui est le patron, qui est l'image du club, etc. Juste que Vinicius retrouve son meilleur niveau. Et que C'est le jour ça. où Vinicius retrouvera son meilleur niveau, il refera des stats, il marquera des buts de fou, il fera des passes, des offrandes entre guillemets à Mbappé. Je pense que ce qui doit s'établir surtout en tant que hiérarchie, c'est Mbappé c'est le buteur. Mbappé c'est le buteur, Mbappé c'est le mec qui est en fin de ligne, c'est le mec qui doit prendre les pénaltys, qui doit prendre voilà, tout ce qui peut permettre de faire des statistiques évidemment. Or,
coup franc éventuellement où ça peut tourner, surtout si tu as des bons tireurs qui arrivent Mhm. cet été. Mais c'est plus ça, dans ce sens-là, que la hiérarchie doit s'établir. Le reste, en vrai, c'est plus des discussions pour nous Oui, euh, bien sûr. en dehors. Je veux dire, je pense que dans le vestiaire, je suis même sûr, eux, ils s'en tapent pas mal de ces sujets-là, même si, évidemment, c'est vrai aussi que Bien sûr. tu sors d'une année où Vinicius, bah, c'est le meilleur joueur du monde. Euh, Ça. donc forcément, tu intègres Mbappé, donc ça met cette, com- cette complication où bah, Ouais. Vinicius doit aussi s'intégrer à la fois un rôle où il passe un peu second, parce que moi, ce que j'avais dit, et je pense que tu seras d'accord avec moi, si l'idée c'était de continuer à faire de Vinicius le centre de ton projet, le Real n'aurait pas recruté Mbappé. Tu C'est ça le truc, aurais été chercher un exactement. neuf, un Haaland ou un. Exactement, complètement. Si toi, dans ton esprit, au départ, tu veux que Vini soit ta star, en tout cas le joueur phare de ton équipe, bien sûr que tu recrutes pas Mbappé. Parce que tu recrutes un joueur qui, intrinsèquement, est meilleur, réellement, et qui joue dans la même position que ta star. Non, tu ne le recrutes pas. Tu ne le recrutes pas. Complètement, complètement d'accord avec toi. Et tu prends justement, effectivement, parce que Vini il a des caractéristiques différentes à Mbappé. Mbappé, c'est plus un fonceur, un buteur. L'autre, il peut marquer, mais il peut surtout créer, provoquer et faire la dernière passe. Et bien sûr que tu prends un vrai numéro 9, un mec qui fixe devant, un Haaland ou autre, il y en a plein. Mais oui, complètement, Hmm. complètement d'accord. Oui, tu serais resté sur ton 4-3-3, Rodrigo à droite, Exactement. Vinicius à gauche, et tu prends un neuf, un mec Exactement. qui va être dans le paquet. Là, voilà, on a bien compris quand même que on sait très bien, enfin tous, on sait tous quand même que l'idée du club, elle était quand même assez claire. Bref, pour faire la transition là sur la deuxième partie, peut-être un petit mot quand même sur ce qui arrive, ou ce qui a commencé déjà, c'est le mercato quand Ouais. même. Est-ce que c'est pas frustrant quand même, déjà, de devoir toucher le fond, je pense que tu me vas venir, Ouais. prendre 3 volets contre le Barça, se faire sortir tout en Ligue des Champions, toucher le fond littéralement, pour qu'enfin ça se bouge, quoi. Écoute, c'est l'histoire de la vie du Real Madrid, hein, j'ai envie de te dire, de Florentino Pérez. C'est attendre et être dans la réaction. On n'est jamais dans l'anticipation réellement. La seule fois où on a anticipé, et encore, c'est un bien grand mot, c'est quand Pérez reprend le pouvoir en 2009. Et je dirais même pas que c'est l'anticipation, c'est juste, faut se racheter une image, faut faire plaisir aux fans. Heu, voilà. Donc, bien sûr que c'est frustrant. Bien sûr que c'est frustrant parce qu'avec un peu plus de boulot, de travail sur le côté du plan sur le plan sportif, de se dire: «Voilà, bah, je me pose, qu'est-ce qui nous manque?» Bah, on a perdu Kroos, on a perdu Nacho, bah, vas-y, un milieu de terrain, un défenseur, au moins ça, tu vois? Après, il arrive ce qui arrive durant la saison, des blessures et tout, bah, tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais au moins anticiper ça. Mais non, avec le Real Madrid, on est toujours dans ce truc de tant que ça tient, Mm. en fait, on va pousser jusqu'au maximum la corde, on va la tirer jusqu'au bout, quoi. Et dès que ça craque, ah bah, là, on réagit et on va s'activer. Il y a autre chose, c'est que Pérez, il réagit aussi à partir du moment où les critiques vont vers lui. Ça aussi. Mm. Bon, là, Heu, et la bonne nouvelle, vas-y, vas-y. la bonne nouvelle quand même, c'est que ça réagit quand même plutôt bien. On est le 21 mai. Oui. Alors après, on est sur un. Non, mais comme quoi il sait faire. Ouais, Non, ah, on se disait: «Ah, il a oublié, il sait plus faire», ils sont comme quoi checkés. en sa carte bleue. En 2 semaines, il a quasiment tout réglé. Mm. Ouais, et donc Heu, Xabi Alonso qui arrive, qui prendra en plus l'équipe dès le mondial des clubs. On a eu cette discussion notamment sur le podcast mmh, avec mmh Thomas Chronique Foot. Trop bonne nouvelle. Oysen c'est fait, Trent, bon c'est fait, on attend l'annonce après la première ligue j'imagine. Carreras, c'est aussi quand même plutôt en bonne voie, même si attention, ça pourrait peut-être... parce que Benfica ça joue le mondial des clubs, donc attention, ça peut être un peu plus chiant à Non, négocier, mais même si je pense qu'il sera là ça sur le ça mondial. va se faire. Ça va alors sur le mondial, c'est vrai qu'en fait, il y a cette histoire de fin de contrat, enfin de fin de contrat. Il a un contrat jusqu'à je ne sais quand, donc il est encore sous contrat, au Benfica. Mais bon, à partir du moment où tu payes la clause, en fait, si le Real Madrid paye la clause, parce qu'au final, c'est ça, c'est est-ce que le Real Madrid va payer la clause ou non? Et est-ce que Benfica va être OK pour négocier à un prix moindre que la clause? À partir du moment où tu payes la clause, tu as payé la clause. Mm. Donc c'est à vous. Alors oui, normalement, par contre, tu es obligé d'attendre la fenêtre mercato le 1er juillet ou le 2 juillet C'est ça. qu'elle s'ouvre. Donc, Donc il va falloir négocier d'une certaine manière quand même. avec eux pour qu'ils le lâchent avant. Mais bon, je vois pas non plus l'intérêt d'un club de commencer une compétition avec un joueur sachant qu'il va partir au milieu de la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu. Oui, Je vois pas trop l'intérêt. ça se réglera, je pense. En plus, bon, Benfica Real est quand même plutôt des bonnes relations Oui. historiquement, donc il n'y a pas de Ouais. raison que ça s'entende pas. Moi, je trouve que le plus intéressant, vraiment, c'est qu'on sent la patte de Xabi Alonso. On l'avait déjà dit, pareil dans le podcast, on avait dit, tu fais venir Xabi Alonso, attention, t'as un mec
Il y a des idées qui n'ont rien à voir avec ce que tu as depuis très longtemps au Real Madrid, sur les 10 dernières années, pour rester court. Mais là, vraiment, pour le coup, on sent quand même que le Real lui donne vraiment les moyens pour transposer son style à ce Real Madrid. Donc c'est quand même, pour moi, c'est ce qui me satisfait le plus et ce qui me hype le plus pour ce qui arrive. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec Zidane. Quand il revient, là, il nous ramène Jovic et compagnie. Et avant ça, c'était Mourinho. Parce que globalement, c'est toujours la direction qui décide qui je transfère ou autre. Première année de Mourinho, on lui fait confiance, on lui ramène Sami Khedira, Angel Di Maria, Mesut Özil. Là, c'est un peu dans la même dynamique. Tu as un coach avec des idées, tu as un coach qui a besoin de renfort, notamment sur l'aspect défensif, parce qu'on le voit tous. Tu peux pas jouer avec Lucas Vazquez, tu peux pas jouer avec Fran Garcia, tu es le Real Madrid, tu n'es pas Osasuna. Donc on le suit, on lui ramène, on lui donne ce dont il a besoin. Et c'est vrai que c'est hypant parce qu'enfin, tu te dis, enfin, une direction qui écoute son coach, qui écoute le terrain, en fait, celui qui est tous les jours avec les joueurs, avec le groupe et qui sait ce dont il a besoin. Et maintenant, je reste encore sur mes gardes parce qu'il y a d'autres aspects un peu plus dans l'ombre qui restent à déterminer. Notamment cet aspect, c'est sorti dans la presse, le fait qu'il manque d'entraîneurs adjoints à Carlo Ancelotti, le fait qu'il ait manqué d'analystes vidéo. Est-ce que le club va être prêt aussi à faire un effort sur cet aspect-là? Parce que encore aujourd'hui, j'étais au campus PSG. Les mecs, Luis Enrique, il a 8 mecs avec lui. Le Real 2, hein, c'est pas ça? Au Real Madrid, tu as Carlo Ancelotti, tu as Carlo, Davide et Francesco Mauri. Ils sont 3, les mecs. Au PSG, le PSG, ils sont 8. C'est quand même... Là, je parle de vraiment... tu as l'entraîneur principal, ensuite tu as l'entraîneur offensif, l'entraîneur défensif. Ils sont 8 au total. 8. Enfin, 9 comptant si tu comptes Luis Enrique. Donc, c'est quand même... c'est l'évolution du football qui veut ça et il te faut un staff beaucoup plus étoffé. Et au niveau des analystes, c'est pareil. Je crois que les analystes, tu avais le chef Mantovonari, ou je ne sais plus comment il s'appelle, bref, T'en as 2, je crois, un Italien. Mais tu avais le chef et un autre avec lui, 2. Et tu compares avec le Barça, le jour de la finale là, de Coupe du Roi, ils étaient 8 ou 9. Donc ça fait partie aussi de ce truc-là. Donc est-ce que le Real va être prêt parce que Xabi Alonso, comme on le dit, c'est un entraîneur avec des idées qui va arriver, qui va vouloir travailler l'aspect tactique, etc. Il a besoin de matériel. Donc on y croit. Ouais, j'y crois. Je suis plutôt confiant. En tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on entrevoit, c'est quand même plutôt confiance. Bon, on va approfondir le sujet mercato, mais pas ici, chers amis. On se donne rendez-vous sur la chaîne du Journal du Real on va faire notre petit mercato idéal pour la semaine prochaine, notre 11 aussi qu'on entrevoit, qu'on imagine avec Xabi Alonso. T'envoies ça quand, Pablo, la vidéo? J'envoie ça quand? J'envoie ça fin de semaine, je pense. Vendredi soir. On verra comment on s'organise, mais plus vendredi soir. Après la conférence de presse du matin. Ok, bon, vous avez le rendez-vous selon le moment où vous regardez cette vidéo. Soit ça va arriver, soit c'est déjà peut-être en ligne. Sur ce, merci Pablo d'être venu sur Real France. Et puis on se donne rendez-vous très vite sur le Journal du Real. Allez, ciao les gars. Merci les gars, ciao.